Merci à tous pour cette journée, enfin cet après-midi en salle Londres, après-midi de l'innovation pédagogique. Sur scène, vous avez eu tout l'après-midi des duos, des entreprises avec leurs clients, des duos de compétences, des duos par exemple de chercheurs et de fournisseurs de LMS. Mon rôle, ça va être de vous faire une espèce de conclusion d'ouverture sur cet après-midi sur l'innovation pédagogique et l'IA. On va prendre du recul pour ceux qui me connaissent. J'ai aussi un petit tempérament de TGV. On s'accroche, ça se passe toujours bien. Le sujet qui va être traité aujourd'hui, ça va être l'intelligence humaine augmentée. Et en gros, c'est vraiment comment on prend du recul face à l'IA dans un monde où l'IH a toute son importance. Pour aller très vite, je vais vous faire circuler aussi les outils que je crée, comme ça m'évitera de les présenter. Je suis plutôt quelqu'un qui prend du recul et qui crée des outils didactiques. Une fois que c'est arrivé au fond, vous pouvez les donner à la régie, je compte sur vous. Hier, il y avait 300 personnes et personne n'est reparti avec les ouvrages. Donc je compte sur vous et je vous fais passer ça pour que vous puissiez regarder. Tiens. Ok. Alors qui je suis ? Je m'appelle Lucie Dorn, je suis conférencière et auteure. Je prends du recul sur les problématiques qu'on rencontre dans notre métier. Ça fait plus de 13 ans que je suis dans le métier de l'ingénierie pédagogique. J'ai aussi un master en informatique, ce qui me permet d'être plutôt à l'aise avec la technologie. Puis quand j'avais 10 ans, je codais déjà, donc je pense que c'est un truc que j'aime quand même bien faire. Moi, mon but, c'est d'être une vulgarisatrice, c'est de vous permettre de prendre du recul, c'est de pas utiliser des gros mots, c'est de pas vous montrer à quel point je suis savante, c'est au contraire vous faire prendre conscience que vous avez la capacité de changer les choses, Alors, on va partir sur plusieurs constats. Le premier constat, c'est que de toute façon, l'IA, elle est partout aujourd'hui. On en entend parler partout, dans les médias, dans les journaux. Mais c'est aussi pour tout le monde. Les demandeurs d'emploi utilisent l'IA. Les apprenants utilisent l'IA. Il y a pas mal de recherches de personnes qui sont plutôt connues dans le milieu qui vont faire des prises de recul sur comment l'IA peut changer l'éducation. Donc de toute façon, cette question de est-ce qu'on va sur l'IA, est-ce qu'on ne va pas sur l'IA, vous avez bien compris qu'on n'en était plus là. En fait, aujourd'hui, la question c'est plutôt mais quelles compétences on doit développer aujourd'hui pour évoluer avec l'IA et non pas est-ce que oui ou non je me lance dans l'IA. C'est ce qui va être débattu aujourd'hui. Je pars sur quelques chiffres. Les premiers chiffres, c'est cette étude-là, Stratis, que j'imagine vous connaissez tous. Étude qui est sortie en septembre 2024. Alors, c'est une étude avec un petit panel, donc on la prend quand même avec un peu de distance. On a 651 apprenants, 223 formateurs. Et sur les 651 apprenants, en fait, on en a 55% qui utilisent déjà l'IA dans le cadre de leur formation. C'est du déclaratif. Et puis, sur les formateurs, en fait, il y en a que 38% qui utilisent l'IA dans le cadre de leur formation. Déjà, on se rend bien compte qu'en septembre 2024, il y a déjà un gros décalage entre nos apprenants qui utilisent l'IA pour tout, qui font leurs évals avec l'IA, et donc ça interroge aussi la valeur du système éducatif, versus nos formateurs qui ne sont pas mis à la page. Encore, pas tous. Alors on prend aussi beaucoup de recul parce que quand moi je fais des conférences devant que des millennials, quand j'ai fait cette conférence là, il y a 2-3 mois, j'avais 300 millennials face à moi. Quand j'ai demandé qui utilise l'IA dans le cadre de la formation, tout le monde a levé la main dans la salle. Donc je ne sais pas forcément qui est le panel derrière, c'est pour ça que je vous dis on prend un peu de recul, mais c'est une première prise de conscience. La deuxième, c'est cette étude de l'ISTF de janvier 2025, là, elle vient juste de sortir, et vous la lirez, elle est assez complète, et en fait, ils disent, mais quels sont vos enjeux pour 2025 ? Et dans les enjeux, le premier enjeu, c'est intégrer, optimiser l'engagement des apprenants, et le deuxième enjeu, c'est utiliser l'IA. Et moi, quand je vois ça, je me dis, c'est bizarre comme enjeu. L'engagement, ouais, c'est super intéressant, mais pourquoi utiliser l'IA ? Pourquoi utiliser l'IA est un enjeu ? Donc, moi, ça m'interroge. Ensuite, deuxième chiffre que j'ai pris de cette étude de l'ISTF que je trouve intéressant, c'est que il y a vraiment cette notion sur la motivation. La question, c'est qu'est-ce qui vous motive pour commencer une formation en ligne et qu'est-ce qui vous motive pour la finir ? Et il y a vraiment cette notion de certification, de badge, de compétences, de validation des compétences qui ressort. C'est le troisième point pour commencer et c'est le deuxième point pour finir une formation. Donc là, je me dis, tiens, c'est intéressant parce que finalement, dans une ère où on a eu des MOOC, on gagnait des badges, etc., et puis on n'avait pas l'impression que c'était trop haut, ça avait beaucoup de valeur, dans une ère
où la compétence, elle est devenue clé dans notre évolution personnelle et professionnelle, en fait, on est plus en demande maintenant de certification, de validation. Et de toute façon, je pense qu'il y a une vraie interrogation à se poser aujourd'hui sur nos diplômes. En fait, aujourd'hui, je fais une école d'ingénieur, je suis ingénieur, j'arrive dans l'entreprise, pendant 10 ans, 20 ans, peut-être que je vais pas me former. Et est-ce que vraiment, pendant ces 20 ans où j'ai pas foncièrement monté en compétences, est-ce que vraiment, en fait, est-ce que vraiment je suis encore compétitif? Est-ce que j'ai créé de la valeur pour mon entreprise, etc. Donc cette notion de compétence, moi je la trouve vraiment intéressante. Je vous fais un retour de comment j'étudie les situations. Et la deuxième chose que je trouve intéressante, c'est que pour terminer une formation en ligne, ils déclarent avoir besoin d'un tuteur. Et ça aussi c'est intéressant, parce que fondamentalement le tutorat on n'en met jamais en place, alors qu'on est à l'ère de l'IA, on est à l'ère des tuteurs et on est dans une ère où c'est plutôt facile de mettre des tuteurs en place. C'est ce que je vais vous appeler après l'agentification. Donc en fait, ça fait plus de 2 ans que j'anime des conférences, que je fais des formations sur le sujet. Et en fait, je me rends compte que d'une manière générale, l'IA, elle est partout. Tous mes clients me le demandent tout le temps. Mais en fait, son usage, il reste souvent très superficiel. C'est OK, on va sur des gains de productivité, mais en fait, il n'y a personne qui cherche à se transformer en profondeur. Donc on cherche à gagner du temps, mais on ne cherche pas à avoir une vision. Le deuxième constat, c'est que vu qu'elles n'ont pas de vision stratégique, ces entreprises, fondamentalement, elles vont aller chercher des usages à droite, à gauche. Donc, elles vont aller prendre, je sais pas, on va créer un chatbot, on va apprendre à prompter, on va aller traiter les données. Mais tout ça, c'est éparpillé. Et donc, du coup, finalement, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas la chose qui va unir, il n'y a pas cette vision globale qu'on va avoir qui va permettre peut-être d'aller vraiment vers de l'engagement et de l'apprentissage. Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à changer de perspective. On ne va pas prendre l'IA comme un outil, mais on va aller chercher comment l'IA peut être un levier pour augmenter les capacités humaines, ce que j'appellerais l'IH, intelligence humaine, et comment est-ce qu'elle augmente notre créativité, notre pensée critique et notre intelligence émotionnelle. Déjà, je voudrais juste qu'on fasse un rapide flashback, ça ne va pas être très long. Il y a 3 points. Le premier point, c'est que au 19e siècle, en fait, la mécanisation a remplacé tous les efforts physiques dans les champs, les usines, pour nous permettre d'être plus productifs. C'était super, on se cassait plus le dos à l'usine. Par contre, il a fallu déjà qu'on revoie nos compétences, parce que quand moi j'avais des compétences manuelles et qu'elles ont été remplacées par un tracteur ou par je ne sais pas quel outil, fondamentalement, il a fallu que je revoie à cette époque-là, moi l'individu dans la société, je revois ma position et mes compétences déjà sur ce sujet-là. C'était l'ère de la mécanisation. Puis, au XXe siècle, on a eu l'ère de l'informatisation, milieu du XXe. Là, pareil, on change tout, on a dû rationaliser le travail, les tâches ont changé, mais même notre usage, nos usages ont changé. Petite question très niaise, qui parmi vous n'utilise pas d'ordinateur pour son travail? Ouais. On est bien d'accord. Donc, en fait, le problème, c'est que fondamentalement, donc, on a automatisé des choses, on a gagné en productivité, mais cette avancée, elle a créé une dépendance. Question simple, qui n'utilise pas d'ordinateur? Tout le monde utilise un ordinateur. Moi, je me positionne dans cette nouvelle ère dans quelques années, je vous dirais qui n'utilise pas l'IA, personne ne lèvera la main, ça sera la même chose, ça sera la même réponse. Donc du coup, on a une vraie dépendance au système numérique. Il faut qu'on monte en compétences. Si aujourd'hui vous êtes dans une entreprise et que vous n'êtes pas capable de taper sur un clavier, moi je me rappelle de cette époque, pourtant je suis pas très vieille, mais je me rappelle d'une époque où on nous apprenait à taper avec 2 mains sur un clavier pour être capable de travailler dans des entreprises du monde de demain. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on doit se former, on doit s'adapter en permanence. Et en fait, c'est chouette. C'est chouette parce qu'on est dans une époque qui évolue. Là, on arrive sur une ère qui est l'ère de l'agentification. Alors, l'agentification n'est pas forcément que liée à l'IA. Vous entendrez peut-être le terme d'IA agentive. C'est aussi un autre terme, donc ça, c'est vraiment l'agentification liée à l'IA. Mais on est dans une ère de l'agentification. On est passé de la mécanisation à l'informatisation à l'agentification. On a des robots qui sont assistés par IA. On a des drones qui maintenant vont peut-être aller nous livrer des colis. On a des voitures autonomes. On a des bâtiments intelligents. On est vraiment rentré dans cette période-là. Donc, pour tous ceux qui me disent « mais est-ce que je dois me lancer dans l'IA ?» Moi, j'ai envie de vous dire « mais vous êtes dans l'ère de l'agentification, donc c'est même plus la question, on est déjà plus là. » Et en fait, ce qui est intéressant dans l'ère de l'agentification, c'est qu'on n'est plus juste dans des simplifications, de l'optimisation, comme on l'a été dans l'ère de l'informatisation, mais on est sur des machines qui apprennent, qui interagissent et qui prennent des décisions. Et donc, du coup, on va vers une croissante autonomie de la technologie. Et c'est chouette. Les machines commencent à faire de plus en plus nos tâches. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans un monde de rêve. Et dans ce monde de rêve, en fait, fondamentalement, on travaille plus dans les champs, on vit plus vieux, on est en meilleure santé, mais les gens vont mal.
Moralement, ça va pas. Je travaille dans des entreprises depuis plus de 10 ans. J'ai jamais entendu autant le mot « on n'a pas le temps »,« on est débordé »,« on est stressé ». Le temps est devenu vraiment une variable super importante. Personne n'a le temps, il faut aller très très vite, il faut produire. Moi, plus ça avance, plus les années passent, et plus j'ai l'impression qu'on est des hamsters dans nos roues et qu'on court, et finalement, à un moment, la seule chose qui va nous arrêter, c'est l'épuisement. C'est pas la roue. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je me dis, ok, je prends ces constats-là, encore une fois, et je me dis, bon, on va regarder ça du côté de l'entreprise et on va regarder comment l'entreprise répond à cette intégration de l'IA dans notre quotidien. Je regarde pareil, encore une fois, la presse, et je vois que les entreprises, en fait, adaptent l'IA elles vont plutôt sur l'automatisation des processus, etc. Elles veulent gagner du temps, elles veulent optimiser, etc. Ok, c'est super intéressant. On en fait quoi de ça? On va plus vite, on produit plus. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps gagné? On va parler tout après, c'est pas que le temps, c'est aussi des compétences. En fait, quand est-ce qu'on va arrêter de vouloir faire plus? On fait plus quoi? On produit plus d'objets, on consomme plus. En fait, pour moi, il y avait vraiment une espèce de dynamique infernale. Mais est-ce que vraiment l'humain peut être compétitif dans la productivité? Les machines sont super productives. Moi, je sais pas imaginer, je dois coller des timbres. Le mouvement qu'une machine va pouvoir faire de manière répétitive jour et nuit, je ne pourrai jamais moi-même le faire aussi vite. Donc fondamentalement, je me dis, mais est-ce que je dois aller en compétition, moi humaine, sur la productivité? Ou est-ce que je dois trouver ma place sur un autre aspect? Parce que la productivité, je ne peux pas être compétitive. Vous me suivez? Yes. Ok, donc j'ai une théorie. Je l'ai nommée Pivert et Papillon. En fait, aujourd'hui, quand je vois dans les entreprises comment elles adoptent l'IA en mode pivert. C'est-à-dire, on fait des prompts rapides. Le mot flemme, vous allez souvent entendre. On fait des choses rapides. On copie-colle les choses de ChatGPT. Il faut être productif, il faut aller vite. Comment je peux faire pour gagner du temps? Sur LinkedIn, les prompts magiques, je n'en peux plus. C'est vraiment ce truc un peu où il faut faire clic. C'est pour ça que j'ai appelé ça pivert. Il faut vraiment aller très très vite, il faut cliquer très vite. Et c'est vraiment cette notion un peu effrénée de course à l'efficacité. Moi, mon postulat, c'est plutôt, mais est-ce qu'on ne chercherait pas à faire de l'efficience? Au lieu de vouloir faire plus, envoyer plus de mails, traiter plus de documents, prendre plus de clients, aller plus vite. Moi, je vois bien, il y a des gens aujourd'hui, ils automatisent les réponses à leurs mails pour répondre plus vite à leurs clients. Mais derrière, en fait, comment on fait pour gérer tous ces clients aussi? Moi, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, il faudrait plutôt qu'on ait une approche d'efficience. Le papillon, il se construit. Il est chenille, il est larve, il est cocon, puis après, il devient papillon. Il y a une vraie notion d'effort, il y a un vrai coût, en fait, à être dans l'efficience et plutôt que dans l'efficacité. Et c'est ce dont on va parler. Pour moi, à l'ère de l'agentification, les compétences en fait, qu'on doit développer, ce sont les compétences qui nous rendent concurrentiels vis-à-vis des machines et non pas la compétence de la productivité. Donc si aujourd'hui, dans votre quotidien, vous utilisez l'IA pour gagner du temps, pour faire du copier-coller de ChatGPT, pardon, je le cite beaucoup, mais en fait, il y en a tellement d'autres qui existent. Si c'est pour faire du copier-coller des IA, pour aller plus vite et pour faire plus de choses encore, je pense qu'on se trompe. On est en train de se prendre les pieds dans le tapis. Du coup, quand moi je m'interroge sur les compétences de demain, pareil, j'ai pas de boule de cristal, hein, je suis comme vous, je suis une humaine, je fais juste comme tout le monde, je vais aller lire des études prospectives. Dans les études prospectives que je lis, je fais plusieurs études, alors j'ai lu plusieurs documents, des choses récentes et moins récentes. Par exemple, le rapport LinkedIn sur les compétences les plus recherchées par les recruteurs en 2024. Donc on est en 2025, on est bien d'accord. Mais en 2024, les compétences les plus recherchées, c'était adaptabilité, communication, créativité. Bien sûr qu'en 2024, c'est l'adaptabilité. Ça va super vite. Il y a 2 ans, on disait l'IA, peut-être pas, on est pour, on est contre. Aujourd'hui, je vous dis, mais en fait, vous n'avez pas le choix. Il n'y avait pas de question. Et ça va tellement vite, il faut vraiment qu'on soit super flexible, super résilient, etc. Donc, ok, je compare ça en 2024 avec une autre étude qui nous emmène en 2027. Et vraiment, pour moi, 2027, ça va être une date très importante. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et il y a les stratégies, il y aura les entreprises qui auront eu une vision sur l'IA et il y aura les autres. Le World Economic Forum. Alors, le World Economic Forum, c'est un rapport ultra complet. J'ai été choper quelque chose que j'ai extrait du World Economic Forum. Je vous invite vraiment à le télécharger, lisez-le, mais c'est tellement une mine d'or. Et donc, dans ce World Economic Forum, je suis allée chercher la partie où il parlait un peu des compétences clés, mais des compétences différenciantes. Pas les compétences qu'on a tous, mais vraiment quelque chose qui est différenciant. Et en fait, je me suis rendu compte que cette compétence de LinkedIn là, sur la résilience, la flexibilité, l'agilité, qui était si importante en 2024, en 2027, elle arrive à la fin et en fait, elle est évidente.
bien évidemment que vous devez être résilient, flexible, agile en 2027. Par contre, ce que vous devez avoir, c'est de la créativité, la pensée critique et littératie technologique. Ça veut dire avoir une connaissance et une conscience de ce que c'est que ces IA, de ce que c'est que ces modèles d'IA. Et là, ok, là on commence à rentrer dans un truc intéressant. En fait, l'IA, elle doit augmenter notre IH. Et ça, c'est super important. Notre IH ne doit pas seulement servir à nourrir l'IA. Je vous le dis tout de suite et je vous mets en garde. Pour tous ceux qui envoient des prompts à ChatGPT sous forme d'une ligne pour avoir très très vite de l'information, vous êtes en train de donner toutes vos données à, par exemple, ChatGPT aux États-Unis. Vous êtes en train de donner vos données à droite, à gauche. C'est ok, hein, c'est le jeu. Mais réfléchissez, ne donnez pas vos données, mais réfléchissez à comment vous allez vous construire ou vous co-construire avec l'IA. Donnez des données, mais en retour, obtenez quelque chose. Si vous ne montez pas en compétence grâce à l'IA, vous donnez des choses juste pour gagner du temps. Mais en fait, on est dans un souci on est tout le temps dans cette productivité dans ce temps. Donc pour moi, il faut privilégier l'IA-chat, l'intelligence humaine augmentée. C'est vraiment ce que, en tout cas, c'est comme ça que moi j'utilise l'IA et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien. En fait, fondamentalement, dans l'ère de l'agentification, l'IA est un agent à notre service. Donc mettez l'agent à notre service et pas au service de gagner 10 minutes sur un mail. Dans les approches sur lesquelles je travaille, moi je travaille beaucoup sur cette notion de méga prompt. Vous allez en voir un dans quelques instants, j'espère que vous n'allez pas paniquer. En gros, moi quand j'écris, quand je travaille avec l'IA, je travaille sur des méga prompts parce que le méga prompt, ça me permet de structurer ma pensée, ça me permet cognitivement de prendre du recul sur mon métier, de savoir où est-ce que je veux aller et je pose tout sur le papier. En faisant comme ça, je monte des gens de compétences parce que j'ai réfléchi. Le méga prompt, je le garde, j'ai une bibliothèque de prompts, je le range et quand je dois refaire un déroulé pédagogique ou quand je dois faire des objectifs, je le prends, je le copie, je le colle, mais je le colle pas bêtement en fait. Je re-regarde ce que la Lucie d'il y a un mois avait écrit sur cet objectif, sur ce méga prompt, et je l'augmente. Je vais encore aller améliorer mon méga prompt. Et ça, c'est intéressant. En fait, à chaque fois que je réutilise l'IA, je m'augmente du moi qui avait déjà écrit ce contenu-là. Et ça, ouais, ça m'apporte parce qu'en gros, je construis cognitivement mes connaissances et donc du coup, je monte en compétences. Donc en fait, vraiment, essayez de ne pas utiliser cette notion de flemme. J'ai la flemme, je vais demander à l'IA, etc. Non, essayez vraiment de vous dire, mais comment je peux collaborer avec l'IA ? Alors, bon, le contenu qui va suivre peut choquer les âmes sensibles. Voilà, moi, ce que j'écris, typiquement, et c'est pas grand-chose, hein, ce que je vais vous montrer, c'est juste parce que ça devait tenir sur une slide. Voilà. Donc, je vous avais prévenu. Ça, pour moi, c'est un méga prompt qui retrace ma pensée. J'ai essayé de vous mettre des choses en gras pour que vous compreniez un peu. J'ai entendu des malaises dans la salle. Donc, le prompt que j'ai écrit, c'est un prompt d'évaluateur interactif et j'essaie de lui dire un peu ce que je veux. En fait, au début, je voudrais déjà que tu me poses des questions. Tu vas me poser 10 questions et par rapport à ces 10 questions, tu vas évaluer mon niveau. À quel niveau je suis sur la compétence de sujet entre crochets, parce que je mets entre crochets, parce que d'un sujet à l'autre, je voudrais savoir quand je vais le réutiliser, je sais que je vais devoir aller corriger ce qu'il y a derrière des crochets. Donc, tu vas me poser des questions, tu vas évaluer mon niveau. Derrière ça, en fait, tu vas me faire un test de positionnement et en fonction de mes réponses, si je réponds juste, tu vas aller augmenter la difficulté. Et si je réponds faux, tu vas rester au niveau de difficulté. L'idée, c'est vraiment que tu sois un évaluateur interactif. Donc là, je parle à l'IA. Tu vas être un évaluateur interactif. Tu vas me poser des questions un peu random sur un sujet donné à partir d'un dataset que je vais te fournir. Moi, je travaille beaucoup en RAG. Et l'idée derrière, c'est que tu me fournisses une analyse détaillée de mes forces, de mes points d'amélioration et de mon positionnement par rapport à chacun des objectifs pédagogiques à atteindre. Ça va ? Non ? C'est bon ? Vous comprenez un peu l'idée, et ça c'est moi, c'est dans ma tête, c'est-à-dire je me dis si je veux que l'IA soit mon assistant, mon agent, en gros je construis un agent qui va me positionner, qui va être interactif, qui va rebondir un peu sur mes différentes compétences et qui va me faire un point détaillé de mon niveau à un temps T. Ok ? Ça va ? Ouais. Donc en fait, c'est pas l'IA qui réfléchit à ma place, mais c'est moi à chaque fois qui utilise l'IA pour améliorer ma réflexion et mon esprit critique. Mais en fait, quand je dis l'IA,
Mais c'est pas l'IA, c'est les IA. J'utilise pas une seule IA. Je ne dis pas, il n'y a pas que ChatGPT qui a le savoir absolu en fait. Le savoir, c'est, il y a les datasets qui sont dans les différentes IA et les datasets sont tous différents. Donc en gros, moi j'utilise plusieurs IA différentes. Je vais utiliser Perplexity, je vais utiliser Mistral IA, parce que je sais qu'elles ne vont pas avoir les mêmes retours en fonction de ce que je vais demander. Donc pour ça, en fait, il faut que je connaisse un peu les modèles, il faut que je connaisse un petit peu les IA. Je vous dis pas utiliser 200 IA, je vous dis juste qu'on connaissez l'univers dans lequel vous évoluez. Ce site-là, Comparia, si vous ne le connaissez pas, allez le voir. C'est créé par le gouvernement et en fait, c'est un comparateur d'IA conversationnelle, donc uniquement pour les LLM. Et en fait, Comparia, il va vous dire quels sont les moteurs qui sont derrière. Vous allez écrire un prompt, il va vous dire quels sont les moteurs qui sont derrière les modèles. Ce qu'on appelle les modèles d'IA, c'est imaginer une Ferrari, une Clio. Bon, moi, je vous dis demain, il faut que vous alliez très très vite. Vous allez prendre la Clio. Donc demain vous allez très très vite, vous allez prendre la Ferrari. Si demain vous devez aller faire, je sais pas moi, acheter votre pain dans le petit village à côté, vous allez prendre la Clio. On va pas sortir la Ferrari pour aller rouler dans la boue et dans les cailloux. Là c'est un peu la même chose. Demain, je vous dis, vous voulez faire un test de positionnement, qu'est-ce que vous allez utiliser comme IA? Demain, je vous dis, vous allez faire une étude comparative une étude comparative des différentes données prospectives sur le monde de la formation. Quelle IA vous allez utiliser? Il faut avoir un petit bagage, juste un petit bagage. Donc, il y a des outils qui peuvent vous aider, puis après, ça va être test and learn, hein, vous savez ce que c'est. Du coup, moi, l'IA, dans ma vie de tous les jours, c'est un catalyseur. C'est clairement un catalyseur. C'est un outil qui va me permettre d'aller exprimer les choses qui sont en moi. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que mon domaine, c'est la créativité. J'ai gagné 3 prix d'innovation pédagogique et c'est clairement quelque chose qui est important pour moi d'être toujours dans une démarche créative. L'IA, par exemple, elle me permet de créer une expo d'Azulejos. Donc, j'ai créé cette expo-là que vous avez vue sur le côté de la salle Las Vegas. Et l'idée, c'est qu'en fait, j'ai voulu aller chercher, explorer comment je peux passer des messages avec l'art, mais aussi comment je peux essayer de toucher les gens à l'importance de la remix culture dans la créativité. Vous irez voir l'expo, j'ai fait toute une explication là-dessus. Mais en tout cas, l'IA, moi, me catalyse. Ça aussi, c'est un autre exemple d'IA catalysée. Cette personne-là, elle a monté un studio de production de films IA. Elle a utilisé 12 IA différentes pour faire ce que vous allez voir là. On a good day, the Rustlands are nothing but clear sands and dry skies. But on a regular day, oh, it's a whole lot worse than that. ولم يقدم حضرينا كالحياة. Je vais préserver vos oreilles. Mais ça, je trouve ça intéressant. Parce qu'en gros, il faut des vraies compétences. Hein, c'est un vrai boulot pour faire ça. Moi, je suis incapable de faire ça malgré le nombre d'IA que je connais, que j'utilise. Il faut des compétences on va dire en cinématographique, des compétences en images, des compétences en montage. Enfin, c'est un boulot incroyable. Et fondamentalement, cette personne, elle a été prendre les 12 IA qui correspondaient le plus à ses besoins pour aller créer ça. Donc, c'est une vraie compétence en soi aujourd'hui de connaître l'écosystème des IA qui nous entourent. Donc, pour conclure, quelle est ma vision en gros pour l'avenir? Clairement, oui, l'agentification, donc l'ère dans laquelle on est, elle peut amplifier les dérives de surproductivité. Si vraiment les entreprises aujourd'hui, elles nous font utiliser l'IA pour être plus productifs, alors oui, on va arriver dans une dérive. Si par contre, elles se disent qu'en fait, hypothétiquement, ça peut devenir un levier. Alors, il y a plein de possibilités. Soit on utilise l'IA parce qu'en fait, derrière, on va supprimer des postes. Soit on utilise l'IA parce qu'on va dans la semaine de 4 jours. Soit on utilise l'IA parce qu'on va se dire que le 5e jour, là, celui qu'on enlève, on va l'utiliser pour monter en compétences et pour que les salariés, ils continuent à se former tout au long de leur vie. Et oui, ça, c'est intéressant. Il y a une vraie vision stratégique. Donc, moi, j'ai vraiment confiance aux entreprises françaises et il n'y a aucun problème là-dessus. Et je pense qu'elles vont prendre du recul là-dessus, qu'elles vont se rendre compte qu'elles ont besoin que l'IA, que ce temps que nous gage l'IA nous permette aussi d'aller vers plus de montée en compétences. Donc, il faut arrêter de vouloir consommer l'IA comme un outil magique. Il faut l'intégrer dans une vision plutôt systémique et holistique. Et en fait, il faut se dire, le temps que vous... si vous voulez utiliser par exemple des outils qui font tout, vous cliquez, hop, ça fait tout, etc. Ce temps-là que vous ne mettez pas à monter en compétence sur le sujet que vous ne traitez pas, qu'est-ce que vous en faites?
comment vous développez vos autres compétences, comment vous développez des compétences qui sont différenciantes. Sur la conférence juste avant, j'ai eu une question, je me permets, d'une ingénieure pédagogique qui disait, mais en fait, vous avez fait un outil, vous avez fait une plateforme, quand on clique, ça fait les objectifs pédagogiques, ça fait le contenu, ça fait les images, ça fait tout. Quelle est ma place aujourd'hui en tant que conceptrice pédagogique, ingénieure pédagogique dans ce monde ? Moi, la réponse, elle est claire. Votre place en tant qu'humain, c'est de développer votre intelligence humaine et de l'augmenter avec l'IA, et non pas de se dire vous n'êtes pas contre elle, mais l'IA, elle a plein de faiblesses, il y a plein de choses qu'elle fera pas bien. Comprenez-la et prenez un temps d'avance parce que c'est le moment. Préparez-vous pour 2027. Je vous remercie. Oui. Alors, étant modératrice et conférencière, je vais vous demander s'il y a des questions. Je donne la lettre. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez... Allez-y. Il n'est pas allumé. Est-ce qu'on pourrait avoir le micro allumé, s'il te plaît? Oui, bonjour. Bravo déjà pour votre votre présentation TGV. Si les IA nous permettent de gagner du temps et que ce temps est consacré justement à développer ces compétences différenciantes, parmi celles que vous avez exposées, il y en a peut-être une intéressante qui serait d'apprendre à apprendre. Et d'autre part, peut-être apprendre au tout court et ne pas se contenter de trouver le chemin pour arriver à la connexion. Ouais, c'est excellent. Hier, je faisais une conférence sur l'entreprise apprenante. C'est ça, pour moi, c'est la vraie clé. Aujourd'hui, on le sait très bien, on l'a vu, il y a les travaux de recherche montrent qu'en effet, il y a des personnes qui ont des propensions à apprendre naturellement, et c'est vrai que dans ces entreprises-là, ce sont ces personnes qui sont du coup tout le temps compétitives, tout le temps un peu dans l'innovation, etc. Parce qu'elles apprennent tout au long. Ça, c'est très bien, ils ont beaucoup de chance. Ils ont travaillé cette compétence d'apprendre à apprendre. C'est OK ? OK. Et du coup, la vraie question aujourd'hui, c'est comment l'entreprise, elle aide tous les autres, tous ceux qui ne se forment pas tout au long de la vie pour qu'ils continuent. Parce que finalement, nous a fait croire qu'on allait passer un diplôme, être embauché dans la meilleure entreprise du monde, et puis que là, c'était bon, on était cool pour la vie. C'est de moins en moins vrai, les jeunes générations le savent, c'est plus la réalité. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment ce besoin puis un peu de se mettre un coup de pied aux fesses. Hein. Moi, quand je vois que les gens, ils ont du temps libre et que ce temps libre, ils l'investissent dans du Netflix, c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'on doit tout le temps rester en éveil permanent. J'ai pas de problème avec Netflix, ça. C'est OK ? Dernière question ? Eh ben, je vous remercie beaucoup.